Il s'est arrêté au milieu de la rue. Washington Avenue, une artère majeure de Minneapolis. Et m'a embrassé si fort, si bien et si longtemps que la circulation s'est interrompue, les feux ont changé, et la ville bourdonnante s'est tue, tandis que les conducteurs, au lieu de klaxonner ou de nous hurler de nous prendre une chambre, commençaient lentement, presque en s'excusant, à nous contourner. Ce baiser se préparait. C'était le baiser que nous n'avions pas eu pendant 3 jours consécutifs, passé à partager presque chaque heure d'éveil lors d'une retraite professionnelle. C'était un collègue ami. Je ne le connaissais pas bien. C'était le baiser que nous n'avions pas eu quand je suis allée le chercher à l'aéroport. Et le baiser que nous n'avions pas eu quand nous nous sommes arrêtés pour déjeuner, moment où l'air est soudain devenu électrique. Le déjeuner a duré des heures. À la fin, nous étions tous deux si troublés que nous nous sommes perdus en chemin vers son hôtel. C'était le baiser que nous n'avions pas eu quand il m'a tendu la clé de sa chambre et que je l'ai regardé, déconcerté, en demandant « C'est pourquoi ?» Ce baiser n'arrivait pas, et n'arrivait toujours pas. Il n'a pas eu lieu quand nous sommes allés manger un morceau le premier soir et que nous nous sommes fait mettre dehors du bar à sa fermeture à 2 heures du matin. Il n'a pas eu lieu le lendemain soir, quand nous avons roulé à travers la campagne sombre, la chaîne stéréo hurlant « Rattle and Il n'a pas eu lieu quand nous sommes retournés dans sa chambre après minuit et que je me suis assise au bureau pour éditer un projet pour lui et que, une fois terminé, je me suis retournée pour le voir allongé sur le lit, m'observant avec exactement le mauvais type de sourire. Trop doux, trop chaleureux, les mains croisées derrière la tête. Je me suis levée et j'ai ramassé précipitamment ma veste et mon sac à main. C'était le baiser que nous n'avions pas eu quand il s'est redressé sur le lit et a dit « Tu n'es pas obligé de partir ». J'ai répondu « Si, je dois partir ». Il a ri doucement et a dit « Parce que tu ne regrettes jamais de partir ». J'ai hésité. J'ai dit « Si, je regrette de partir. Parfois ». Il a tendu la main vers moi. Mais pas avant plus tard, ai-je ajouté, et je suis partie. Je suis une nomade à plein temps. Je vis dans une caravane de 5 mètres que je remorque avec un pick-up. Je n'ai pas de point d'attache, et je limite mes possessions à ce que je peux transporter. Et je ne fréquente personne. Au moment où j'ai quitté définitivement ce que les voyageurs appellent la vie en dur, j'étais seule depuis plusieurs années, par choix. Cela ne signifie pas que j'ai rejeté l'amour en bloc. Cela ne signifie pas que je reste dans ma mansarde à me languir de quelqu'un ou à soigner un cœur brisé. Cela ne signifie pas que je suis seule ou amère ou que je n'ai jamais de rapport sexuel. J'ai des amitiés profondes et durables qui sont le cœur battant de ma vie, et j'ai des amants dispersés comme des épingles sur la carte, qui comprennent que si je peux fréquenter leur lit de temps à autre, j'en serai sortie avant l'aube. J'ai vu assez d'amour romantique et de bonheur domestique pour savoir qu'ils peuvent constituer des liens puissants. J'ai aussi appris que les liens sont ce qu'ils sont. J'ai été mariée plus d'une fois. Le mariage m'apparaît comme une discipline belle et précieuse qui nourrit quelque chose chez beaucoup de gens. Mais pas chez moi. L'amour romantique a restreint ma solitude et mon autodétermination, ma liberté de mouvement et ma souveraineté sur ma propre vie. Quand ma dernière relation s'est terminée en 2020, j'ai choisi une vie plus solitaire. Non pas isolée, ni sans amour, ni célibataire, ni seule. J'ai emballé ma vie de briques et de mortier. Sa sécurité et sa chaleur, sa stabilité et son encombrement, sa similitude claustrophobe. Et je suis partie. Je pensais qu'il serait facile de laisser derrière moi une vie façonnée par l'habitude du partenariat romantique. J'avais tort. Dès que j'ai décidé que j'en avais fini avec cela, le romantisme était partout où je regardais, si familier qu'il ressemblait au destin. Je ne savais pas encore que la vie en solo et la vie sur la route exigent une discipline qui leur est propre. On rencontre quelqu'un, il y a une étincelle, on passe une nuit ou 2 agréables. Et quand vient le moment de reprendre la route, on doit dire bonne chance, bonne route, adieu. Mais la vague scélérate de la romance n'en finissait pas de me surprendre, m'aspirant, m'emportant à nouveau vers le large. Le sosie de l'amour était partout au cours de cette première année de vie nomade, me saluant d'un rocher moussu dans le Shenandoah, ou s'arrêtant dans un relais routier de l'ouest du Texas sur une grosse bécane bruyante. Il offrait des choses qui me manquaient, la chaleur, les rires partagés, le toucher. Et arrivait avec toutes les règles et les conditions que je ne connaissais que trop bien. Il offrait le bonheur avec des bémols et des fins de conte de fées,
avec des exigences tacites, auxquelles je me heurtais sans cesse à 3 heures du matin, quand un imbécile refusait de sortir de ma caravane. La romance venait frapper à ma porte sous toutes les formes imaginables. Elle se présentait entre 29 et 73 ans, arrivant d'un pas assuré, souriante et crâneuse, ou traînant ses bottes dans la poussière, toute timide. Elle arrivait avec de vieux comptes bancaires de baby-boomer, recoiffait ses cheveux de millénial dans le reflet de mes lunettes de soleil, et exigeait que je valide ses nombreux sentiments de millénial, se déshabillait pour exhiber ses tatouages de la génération X dans le dos, et sa rage brute, et s'accoudait dans la lueur bleue des écrans de la génération Z, le regard vif et le teint pâle. Elle s'insinuait en douce. Elle entrait par effraction. La seule chose qu'elle apportait toujours était un besoin que je ne pouvais pas satisfaire, je devais rester. Il croyait qu'un jour je le ferais. J'ai toujours su que non. L'été du baiser, alors que je roulais vers l'est sur l'I-80, j'étais tiraillée entre des désirs contraires. Comme n'importe quel mammifère, j'étais tentée par la promesse de compagnie et la chaleur du toucher. Le confort du foyer me manquait. Le fait d'avoir un foyer tout court me manquait. Il y avait un attrait douloureux dans la vie que ces gens ne cessaient de me dessiner. Faisons cela ensemble, disait-il. Et ménage, disait-il. Je te donnerai ta propre chambre. Regarde, il y a une baignoire. Le frigo est toujours plein. Voici une boîte bien construite dans laquelle tu peux loger si tu te fais toute petite. Entre donc. Cette fois, j'ai failli le faire. Le dimanche après-midi, la conférence terminée, je l'ai ramené en ville. Il reprenait l'avion le lendemain. Je prévoyais de le déposer et de prendre la route le soir même. Alors que le moteur tournait au ralenti devant son hôtel, il a dit: allons marcher un peu. J'ai garé mon pick-up et nous avons marché vers la rivière. Puis, alors que nous traversions Washington Avenue, tout s'est arrêté pour le baiser. Clint a peint ce baiser. Je n'avais connu un tel baiser qu'une seule fois auparavant dans une vie pourtant riche en baisers. Plus de 20 ans plus tôt, vêtu d'un tailleur en cuir à jupe courte et d'un collier de perles, sur un trottoir de New York, à l'heure dorée où la lumière décline et où le monde laborieux laisse tomber sa robe au sol pour en sortir, miroitant. Là aussi, le flux des corps de la ville avait simplement ajusté sa course, tourbillonnant autour de nous comme si nous dégagions un champ de force aussi naturel et nécessaire que l'écoulement de l'eau. Ce baiser aurait dû être différent, nous étions plus vieux, plus avertis. Cela n'aurait dû être rien de plus qu'une rencontre fortuite entre deux personnes dont les chemins s'étaient croisés dans une ville où ni l'un ni l'autre ne vivait. Cela n'avait pas à signifier quoi que ce soit ou à être autre chose qu'une partie de jambes en l'air épique. Une histoire qu'il raconterait sur la dernière qui lui avait filé entre les doigts et que je raconterais sur le dernier lit que j'avais fui. Nous avions largement dépassé l'âge de succomber aux folies que l'on croit être l'apanage du jeune amour, tous deux aux cheveux argentés avec les mains rugueuses par le travail et la peau tannée par le soleil des gens qui passent beaucoup de temps dehors. Nous nous considérions comme des êtres solitaires, des loups solitaires qui appréciaient assez la meute mais qui étaient à leur meilleur quand ils couraient seuls. Ce baiser s'est terminé de la même manière que le premier et m'a laissé au même endroit, ramassant les vêtements que je pouvais trouver dans les décombres d'une chambre d'hôtel. Et ce baiser a eu le même effet. Il m'a aspiré dans quelque chose que je voulais et ne voulais pas, quelque chose dont j'avais parfois soif mais dont je m'étais sevrée, et que j'avais appris à éviter, quelque chose que je comprends comme étant à la fois profondément humain et une menace existentielle pour le genre de vie que je mène. L'amour. À 4 heures du matin, plus de 12 heures après le baiser, j'ai remonté la fermeture de son sweat à capuche. J'ai descendu les marches de l'hôtel en courant. Je suis montée dans mon pick-up et j'ai mis le cap vers l'est. Alors que le soleil se levait, mon téléphone a émis le signal d'un SMS. C'était lui, une photographie en noir et blanc. Les traits saillants de son visage buriné, sa crinière de cheveux blancs, ses yeux dangereux. J'ai vu le mot « amour » et j'ai jeté le téléphone sur la banquette arrière.